Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un vrai casse-tête pour beaucoup de familles. Vous savez, ce moment où le petit bout de chou atteint ses 15 mois, c'est souvent là qu'on se pose la question pour le siège auto. On le tourne face à la route ou on attend encore un peu? Eh bien, figurez-vous qu'il y a une tension énorme et franchement assez méconnue entre ce que la loi nous oblige à faire et ce que la science, elle, nous crie de faire. Bon, on pose les faits sur la table et on regarde ça de plus près. Allez, on plonge directement là-dedans. Il y a un décalage, mais alors un gouffre absolu entre la législation et l'avis des experts. D'un côté, on a la loi qui nous dit « Ok, 15 mois minimum dos à la route et c'est bon ». Et de l'autre, la science et les pros de l'accidentologie qui nous disent qu'il faut absolument garder cette position dos à la route jusqu'à 4 ans. 4 ans, c'est pas un petit détail, c'est carrément une différence fondamentale de près de 3 ans qu'il faut absolument qu'on comprenne. Et ce chiffre de 4 ans, il sort pas de nulle part. En fait, des dizaines d'années d'études suédoises hyper poussées, notamment avec Volvo et l'université de Chalmers, montrent un truc hallucinant. Le dos à la route réduit le risque de blessures graves de plus de 80% chez les moins de 2 ans. 80%. Pour vous donner une idée, c'est pas juste une petite marge d'erreur statistique, c'est littéralement ce qui sauve des vies sur la route tous les jours. Partie 1. Le grand écart sécuritaire ou quand la loi prend un sacré retard. Faut bien comprendre un truc, ce débat, c'est pas du tout une simple question de confort ou de philosophie d'éducation. C'est de la pure physique. Et malheureusement, la loi a beaucoup de mal à suivre les découvertes biomécaniques. Concrètement, la norme actuelle R129, la fameuse e-size, elle impose 15 mois minimum. L'ancienne norme, la R44, qui traîne encore un peu partout dans nos voitures, elle permettait carrément de tourner le siège à 9 kg, soit à peine 9 mois. Bon, si on respecte pas ça, c'est 135 € d'amende et 3 points en moins. Mais pendant ce temps-là, les plus grands organismes mondiaux, comme la DAC en Europe ou l'AEUP aux États-Unis, s'arrachent les cheveux. Ils répètent en boucle que la loi est à la traîne et que l'objectif numéro 1, ça devrait toujours être 4 ans ou 105 cm. Ce qui nous amène à la partie 2, la biomécanique du choc, la physique d'une collision. Ce qui est vraiment fascinant quand on regarde les données, c'est la mécanique même du corps humain. Déjà, rappelons que les chocs frontaux, c'est de loin les plus fréquents et surtout les plus violents. Regardez un peu ces proportions. La tête d'un bébé, ça représente un quart de son poids total, 25%, contre seulement 6% pour nous les adultes. Imaginez un peu la différence. Et pour soutenir cette énorme tête, le cou du bébé est fait de cartilage tout mou, pas encore ossifié, et de ligaments hyper élastiques. En gros, c'est une lourde boule de bowling posée sur un ressort tout fin. Alors que se passe-t-il vraiment pendant un choc frontal? C'est littéralement le jour et la nuit. En face route, le corps de l'enfant est projeté violemment vers l'avant. Le harnais va bloquer le torse, heureusement, mais la tête, avec tout son poids, elle continue sa course à pleine vitesse, ce qui va créer une force immense sur ce petit cou fragile. Par contre, dos à la route, l'enfant est littéralement plaqué au fond de son siège. L'énergie gigantesque du choc se répartit sur tout son dos. C'est une zone super large, et la tête est parfaitement retenue par l'appui-tête. Elle accompagne le mouvement du siège, tout simplement. Donc, le point absolument crucial, c'est ce vocabulaire de la physique. Le dos à la route, ça permet de prendre cette force mortelle de traction, vous savez, cet étirement terrible des vertèbres cervicales, et de la transformer en une force de compression. Et la compression, elle est hyper bien tolérée car elle s'étale en toute sécurité sur une zone beaucoup plus vaste du corps. Franchement, la physique n'aimant pas. C'est le cœur même de tout ce raisonnement. On attaque la partie 3, le modèle suédois, les pionniers de la sécurité infantile. La théorie, c'est bien beau, mais sur la route, ça donne quoi? Il suffit de regarder vers la Suède. Ça fait depuis les années 60 qu'ils appliquent ces principes physiques à la lettre. Ils ont tout compris avant tout le monde. Et accrochez-vous bien, voici leur chiffre magique. 0. Entre 2013 et 2023, quasiment aucun enfant de moins de 6 ans correctement installé dos à la route n'a perdu la vie dans un accident de voiture là-bas. 0. C'est une statistique absolument incroyable qui prouve que ça marche dans la vraie vie. Et attention, ce zéro pointé n'est pas du tout un coup de chance, c'est profondément culturel. En Suède, c'est la norme absolue de laisser les gamins dos à la route jusqu'à 4, 5 et même parfois 6 ans. Pour y arriver, ils utilisent des sièges auto ultra spécialisés, conçus par des marques comme Axkid ou BeSafe qui peuvent accueillir sans aucun problème des enfants mesurant jusqu'à 1,25 m. Bon, je vous entends d'ici, mais ces pauvres petites jambes vont être complètement écrasées contre la banquette. Alors, objectivement, les enfants sont des vrais petits contorsionnistes, ils sont très souples. Et la science est ultra claire là-dessus. En cas de choc, une jambe repliée contre la banquette ne subit aucune force dangereuse. En termes de survie, il vaut un million de fois mieux avoir une jambe pliée dans tous les sens plutôt qu'un cou vulnérable projeté violemment dans le vide. Partie 4, quand faut-il vraiment tourner? La fameuse transition vers l'avant. Passons à la suite pour voir comment tout ça s'articule concrètement pour vous au quotidien. C'est vrai, un jour il faudra bien tourner ce siège, mais ça ne doit pas se faire juste parce que bébé pleure un peu ou parce qu'il vient de fêter ses 1 an. Il y a des critères très stricts. D'abord, bien sûr, on passe le cap légal des 15 mois ou 9 kilos. Ensuite, et c'est super important, il faut que la notice de votre siège l'autorise. Et enfin, la vraie règle d'or, on ne tourne que quand l'enfant est physiquement devenu trop grand pour la limite arrière du siège, c'est-à-dire généralement quand le haut de sa tête dépasse totalement l'appui-tête réglé au maximum. Maintenant, on sait ce que c'est. Bébé hurle parce qu'il veut voir devant.
surtout s'il a déjà goûté au fast-food dans la voiture de papier mamie. C'est un moment un peu galère. Mais on a des solutions. Mettre un petit miroir de surveillance, ça change la vie. Vous gardez un contact visuel rassurant. On peut aussi jouer sur l'inclinaison du siège pour lui donner plus de confort. Et puis n'hésitez pas, installez des organisateurs avec des jouets, montrez-lui le paysage par les fenêtres latérales. Bref, on ruse un peu pour l'aider à accepter cette position tellement vitale. Allez, dernière ligne droite, partie 5, démystifier les idées reçues. Séparer les faits de la fiction. Et ça illustre brillamment ce dont on doit parler, les fameux conseils bien intentionnés de l'entourage qui véhiculent n'importe quoi. Par exemple, le mythe qui dit que rouler avec les jambes pliées va causer des fractures graves des jambes en cas d'accident. C'est faux, archi faux. Dans les bases de données d'accident, on ne trouve aucune blessure significative liée à ça. Par contre, les lésions dévastatrices au niveau du cou, à cause d'un passage en fast-route trop tôt, ça, tristement, c'est extrêmement bien documenté. Autre grand classique qu'on entend à chaque repas de famille, « Oh, à 15 mois, il marche, sa colonne vertébrale est super solide maintenant ». Eh bien, la biologie dit exactement l'inverse. L'ossification des vertèbres du cou, c'est un processus hyper lent. Ça ne se termine véritablement qu'autour de 3 ou 4 ans. Donc, même si votre bébé cavale partout à 15 mois, sa vulnérabilité structurelle reste extrêmement élevée. Ah, et on me parle aussi très souvent de la peur du choc par l'arrière. C'est vrai, ça arrive. Mais en réalité, la physique automobile nous montre qu'un choc arrière est nettement moins violent, car une immense partie de l'énergie est absorbée par la structure du coffre. Les chocs frontaux sont de loin, mais de très loin, les plus fréquents et les plus destructeurs. Donc, se protéger contre le choc frontal restera toujours la priorité absolue pour la survie de votre enfant. Ce qui nous amène à la conclusion de notre analyse d'aujourd'hui avec une question finalement toute simple. On est d'accord, les pleurs et les petites crises de nerfs à l'arrière, c'est pas drôle, c'est épuisant. Mais c'est temporaire. Quand on pense aux forces physiques colossales qui entrent en jeu pendant un accident, la sécurité de la colonne vertébrale de l'enfant ne permet aucun compromis. Alors, est-ce que céder à ce confort immédiat justifie de s'exposer à un risque d'une telle ampleur? C'est vraiment la question fondamentale à garder en tête à chaque fois que vous bouclez ce harnais. Merci infiniment de nous avoir rejoints pour ce décryptage et soyez prudents sur la route.